c'est mon travail psychanalytique, c'est tout le travail que j'ai fait sur moi qui me permet de pouvoir pratiquer le chamanisme. Parce que sinon, il va y avoir une espèce de mixing entre mon matériel, le matériel du patient, le matériel chamanique. Quand on travaille avec les états modifiés de conscience, parce que l'état chamanique, c'est un état modifié de conscience, il faut être sacrément intégré, sacrément ancré à l'intérieur de soi, et puis ancré à la réalité, à la matière. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tous les excès. L'ancrage dans la matière, souvent quand j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah ben le monde matériel, vraiment c'est un monde de saleté, un monde de souffrance, oh là là, moi je n'aime être que dans le monde spirituel. » Et si un arbre n'a pas de racines, il ne peut pas développer de fleurs, de fruits, de branches, il n'est pas vivant, il ne peut rien donner. Et nous, si on n'est pas ancré, on ne peut rien donner. Alors, quand j'étais petite, je voulais être guérisseuse, thérapeute, aider les autres. C'était quelque chose que je ressentais très très profondément, comme une petite fille peut s'exprimer avec ses propres mots. Donc j'ai débuté mon parcours universitaire par des études d'anglais, ne sachant pas pourquoi je faisais ces études. Je ne voulais pas être prof, mais j'avais été toujours attirée par le monde anglo-saxon. Et ce qui était amusant, c'est que j'ai terminé mes études d'anglais par un mémoire de maîtrise autour de l'œuvre de Scott Fitzgerald, étayé par une interprétation psychanalytique. Les relations interpersonnelles dans l'œuvre de Scott Fitzgerald. Et je m'étais beaucoup appuyée, j'avais beaucoup travaillé un livre qui s'appelle Tendre est la nuit, Tender is the Night, qui est l'histoire d'un psychiatre qui est marié avec une femme dépressive qui s'appelle Nicole. Et j'avais été fascinée par cette histoire. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, c'est pas par hasard. Comme je ne crois pas par hasard, au hasard, mais aux rencontres et au sens qu'ont les choses, je me suis dit, c'est peut-être le point de départ de quelque chose. Et effectivement, quelques années, 2-3 ans plus tard, j'ai commencé des études de psychologie clinique. C'est comme si ça avait été le point de départ de quelque chose. Je ne sais pas le nommer quand j'avais écrit ce mémoire. Donc j'ai fait des études de psychologie clinique à Paris 7. J'ai eu un DESS. Et ça a été des moments de jubilation intense. J'ai adoré ces études. Et je savais vraiment que j'étais sur ma voie. Donc j'ai commencé une pratique psychanalytique très classique, puisque ma formation était très classique, et jusqu'au jour où j'ai rencontré l'œuvre de Stanislas Grof en respiration holotropique et psychologie transpersonnelle. Et je suis partie me former auprès de lui aux États-Unis. Et ça a été vraiment le point de départ de toute une révolution personnelle et professionnelle, parce que je me suis découverte à d'autres niveaux que ceux que m'avait offert la psychanalyse. Avec la psychanalyse, on va pas au-delà du préverbal. Or que lorsqu'on travaille avec les états non ordinaires de conscience, on a accès à tout un réservoir de mémoire, on a accès à une hypermnésie. Et ça a été mais vraiment une découverte mais absolument phénoménale. Mais à une époque où en France, on n'était pas encore ouvert à cette approche. Et en tant que psychanalyste, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de pouvoir travailler avec un outil autre que la psychanalyse. J'étais un peu traitée d'hérétique. Donc il fallait que je sois très prudente dans la divulgation de cet outil qui est un outil extraordinaire, puisque dans la respiration holotropique, on travaille à différents niveaux. On travaille au niveau psychologique, psychodynamique, aussi au niveau périnatal, tout ce qui se passe autour de la naissance. Et on découvre que lorsqu'on revit des expériences périnatales, le bébé ne naît pas table rase, mais il est déjà détenteur de tout un matériel vécu in utero. Il y a vraiment une porosité, une communication d'inconscient à inconscient entre l'inconscient du bébé qui est en train de se construire, qui est en train de se faire, et l'inconscient de la mère. Et puis enfin, on a accès à tout un matériel archétypal qui a trait à l'inconscient collectif. Cet inconscient collectif qu'ont rejeté pendant très longtemps les psychanalystes freudiens. Donc c'était vraiment pour moi une révolution totale de me former à cette approche holotropique, transpersonnelle, alors que j'avais été façonnée, éduquée dans le sérail freudien, très classique, très orthodoxe. Donc quand je me suis formée à la respiration holotropique de Grof, il a fallu que je renonce
que je renonce à... On m'avait proposé d'être assistante à la fac. J'ai refusé parce que je pouvais pas. Ça n'allait pas à l'époque. Je ne pouvais pas me former une approche transpersonnelle, aussi jungienne, alors que Jung n'était pas du tout enseigné à la fac. J'ai renoncé aussi à un poste dans une institution psychanalytique parce que ça ne correspondait plus du tout à ce que j'étais et à ce que je percevais comme ouverture. Et le monde psychanalytique, stricto sensu, les chapelles m'ont paru mais terriblement étroites, désuètes. Mais je reste fondamentalement psychanalytique, enfin dans mon travail, psychanalyste dans mon identité, mais dans une ouverture absolument nécessaire et pour le psychanalyste et pour le patient. Si le psychanalyste ne s'ouvre pas, n'est pas ouvert à d'autres approches, comment peut-il inviter ses patients eux-mêmes à s'ouvrir? C'est pas possible. C'est l'ouverture du psychanalyste, les territoires qu'il a explorés, qui vont lui permettre d'accompagner aussi les patients sur leur propre territoire. On ne peut pas emmener les patients là, dans des territoires que l'on n'a pas soi-même explorés. Ça me paraît important. Pour moi, c'était la psychanalyse, c'était l'aventure de ma vie, qui s'est suivie ensuite par mon travail avec Grof. Et j'ai commencé une psychothérapie, j'avais 22 ans. Bon, j'avais vécu quelque chose de très très difficile. Je suis restée des années en analyse. Bon, j'ai fait une psychothérapie avec une vieille dame russe qui avait été l'élève d'Adler à Vienne, et elle me recevait dans son vieil appartement à Neuilly. Vétuste, il y avait un samovar, on buvait le thé, les murs étaient tapissés de livres, elle avait un chignon gris. Je garde une très très grande tendresse pour cette femme qui m'a vraiment aidée à un moment où je souffrais beaucoup. Et au bout de 3 ans, elle m'a dit: Martine, avec son accent russe, elle roulait les airs, maintenant je pense qu'il est temps pour vous de faire une analyse et puis de faire des études de psychoclinique et de devenir vous-même thérapeute. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, mais si. Donc je l'ai écoutée, parce qu'elle m'avait quand même beaucoup aidée. Puis à l'époque, j'allais beaucoup mieux. J'ai commencé une psychanalyse, j'ai commencé des études de psychoclinique, et pendant des années, j'ai été sur le divan 3 fois par semaine. Je ne sais pas le nombre d'années. Parfois en riant, je dis que je suis la petite cousine de Woody Allen. Mais je dirais que lorsqu'on est praticien, il est important de travailler sur soi continuellement. De pouvoir se libérer de tous ces engrammes. Quand on reçoit aussi dans notre travail les engrammes de notre vie, on est stigmatisé par beaucoup de choses. Et que c'est aussi, travailler sur soi, c'est aussi laisser la porte ouverte à une meilleure écoute de l'autre. Donc j'ai fait une analyse personnelle très longue, une analyse didactique, des supervisions. Enfin, j'ai passé par le trajet classique du psychanalyste. J'ai jamais appartenu à des chapelles. Même si j'appartenais à des écoles, même si on m'a proposé, comme je le disais, d'intervenir. Mais pour moi, c'était très important de rester libre. Je suis très indépendante et je ne voulais pas être assujettie à une école ou à une forme de pensée. Mon premier analyste était un analyste lacanien et ça a été terrible. Il représentait tout ce que je n'aimais pas et tout ce que j'ai fui aussi dans ma pratique personnelle. Je me souviens, c'est important que je le dise parce qu'il y avait un terrorisme à l'époque, une espèce de toute-puissance du psychanalyste sur son patient, surtout des lacaniens. Je ne vais pas les critiquer parce qu'ensuite j'ai eu un autre analyste lacanien qui était un homme extraordinaire, un vieux monsieur que j'ai beaucoup aimé, qui était une dent d'humanité. Les jeunes analystes lacaniens à l'époque étaient extrêmement sévères. Et donc j'arrivais, je me souviens, à l'époque, j'avais quel âge, 25, 26 ans. Et un jour, j'arrive, et la séance faisait 150 francs. 3 séances par semaine, à l'époque, j'avais très peu d'argent, donc je travaillais beaucoup pour payer mon analyse. Et je lui donne 1500 francs. Alors, c'était déjà, on ne lui donnait pas de la main, je ne lui donnais pas de la main à la main, il fallait mettre l'argent sur un guéridon. Et puis, il ne me rend pas la monnaie. Mais je lui dis, mais vous ne me rendez pas la monnaie? Il me dit, mais vous savez très bien qu'il faut venir avec la compte. Eh bien, ça sera valoir sur les autres séances. Mais c'était terrifiant, parce que je n'avais plus d'argent. Et souvent, je trouvais sur le divan
le séminaire de Lacan. J'avais l'impression qu'il y avait un fantôme, que le fantôme de Lacan traînait dans le cabinet et que lui n'était pas libre à l'intérieur de lui-même. C'était des séances de 5-6 minutes. Donc je vivais une très très grande frustration. Donc ce premier périple psychanalytique, même s'il a été austère, frustrant, m'a aussi montré en miroir ce que je ne serais jamais avec mes patients. Et donc à l'époque, hein, cette rigidité, je ne dirais pas cette rigueur, parce que la rigueur elle est très importante hein, quand on est thérapeute, mais cette rigidité, cette non-humanité hein, a entraîné beaucoup de patients au suicide. Quand le patient vient nous voir, il est en souffrance. Et on ne peut pas faire abstraction de la souffrance de l'autre être humain qui vient nous voir. Donc quand les lacaniens disaient que la psychanalyse ça guérit de surcroît, parce que quand on est en souffrance, on a envie de guérir. Mais on ne parlait pas du tout du mot guérison. Le mot guérison, c'était un mot qu'il ne fallait surtout pas utiliser. On vient faire une psychothérapie ou une analyse pour aller mieux, pour vivre, pour retrouver le sens du vivant. Ce n'est pas un exercice intellectuel d'aller s'allonger sur du divan 3 fois par semaine. Hein, c'est tout à fait autre chose. Donc, ça m'a donné vraiment à voir ce qu'il ne fallait pas faire avec ces patients. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc un autre analyste qui s'appelait Octave Manoni, qui était aussi lacanien, et qui était tout à fait le contraire. C'était un modèle d'humanité, de poésie et de gentillesse. Mais pas la gentillesse guimauve, mais à l'écoute. On peut être gentil, kind. Voilà, le mot gentil, c'est un petit peu... c'est mal perçu en français, mais kindness, la gentillesse. Là, c'est aussi l'ouverture du cœur. Et puis, j'ai été très façonnée aussi par un analyste que j'ai infiniment aimé sur le plan de la clinique, dont j'ai suivi les consultations pendant des années, et qui a été mon premier superviseur, qui était Michel Sapir. Et Michel Sapir a beaucoup travaillé autour de la relation soignant-soigné. C'était un psychiatre, psychanalyste, et là j'ai beaucoup appris. Voilà, ça c'était vraiment à l'origine de ce qui m'a fécondé dans ma pratique. C'est sur le plan psychanalytique, Octave Manoni et Michel Sapir, et puis ensuite mon travail avec Grof à niveau extra-analytique. Mais Stan Grof est quand même psychanalyste et psychiatre, donc avec cette ouverture de pensée et de conscience qu'on lui connaît. Voilà un petit peu mon parcours, très brièvement résumé. Oui, je ne prône pas, hein, je propose. Hein. Je propose parce que de ma propre expérience personnelle en tant que patient, je me suis aperçue qu'avec un travail psychanalytique, aussi long soit-il, je ne pouvais pas aller au-delà, comme je vous le disais, du préverbal. C'est-à-dire qu'il y avait encore des couches de moi-même qui restaient suspendues. Donc mon travail en expansion de conscience, avec la respiration holotropique, a été pour moi ce qui m'a permis d'aller visiter des terres qui n'avaient pas été visitées ou qui avaient été oubliées. Et quand vous êtes dans cet état d'expansion de conscience, qui peut être rencontré par donc, cette technique de respiration hyperventilée, hein, accompagnée de musique très évocatrice, ou quand vous êtes dans un état d'hypnose profonde, ou lorsque vous êtes, vous avez été induit par des musiques percussives, des musiques qui vous permettent de basculer, hein, d'aller dans un autre état, à ce moment-là, la mémoire s'ouvre. Parce qu'on n'est plus véhiculé par le mental, on n'est plus censuré par les barrières du mental. Donc à ce moment-là, les portes de la perception s'ouvrent. Et ce que j'ai découvert de moi a été tellement fondateur que je me suis dit, mais je ne peux plus travailler uniquement avec la parole. Même si la parole est essentielle, hein, on est un corps fait de parole, on est alimenté par la parole. Comme disait Lacan très justement, l'inconscient est structuré comme un langage. Donc on ne peut pas faire l'économie de la parole. Donc je me suis dit, mais je vais compléter ma pratique psychanalytique par la respiration holotropique, l'hypnose, parce que j'étais formée à l'hypnose aussi. Puis ensuite c'était le MDR, l'approche chamanique, parce que ça me semblait être tellement bénéfique aux patients, parce que ça l'avait été pour moi. Mais il fallait que je sois très prudente à l'époque, parce que pratiquer la psychanalyse en y incluant d'autres outils, c'était vraiment
un sacrilège, c'était une offense terrible faite à l'établissement de freudien, faite à la figure de Freud. En fait, c'était la trahison suprême. Mais l'histoire du mouvement psychanalytique, elle est faite de trahison, de querelles, de discorde. Et puis, de toute façon, ce qui est important, c'est d'être fidèle à soi. Mais pour être fidèle à soi-même, et ce qui nous semble juste, il est important d'être déjà structuré, d'avoir déjà une formation qui nous permet de ne pas déraper. Parce que tuer la psychanalyse, c'est très beau, mais beaucoup de thérapeutes qui se sont formés aux thérapies humanistes, sans avoir fait un travail suffisamment profond sur eux, ont beaucoup dérapé avec les patients. La psychanalyse, pour moi, c'est un outil extrêmement intégratif qui, pour le thérapeute, lui permet d'abord d'être à l'écoute de son propre inconscient, pour ensuite être à l'écoute de l'inconscient du patient, et puis aussi savoir travailler autour du transfert, du contre-transfert, parce qu'il y a une relation, la thérapie, elle se fait à partir de la relation. Il faut aussi pouvoir travailler sur la relation et ne pas tomber dans certains pièges séducteurs, aussi bien du patient que la séduction, que peut opérer malheureusement l'analyste ou le praticien sur le patient. On a vu beaucoup de dérapages. Pourquoi ? Parce que le praticien n'était pas suffisamment formé. La psychanalyse, elle nous apprend la rigueur, pas la rigidité, la rigueur, l'intégrité, l'éthique. Il faut qu'il y ait un cadre. S'il n'y a pas de cadre, c'est la voie ouverte à tous les dérapages. Et on a beaucoup critiqué la psychanalyse parce qu'elle était trop sévère. Mais il faut qu'il y ait cette sévérité entre guillemets. Un enfant, si les parents ne sont pas, si le père n'impose pas la loi, il va déraper, il ne va pas pouvoir se structurer. Winnicott dit être good enough, être suffisamment beau. J'aime bien, j'adore Winnicott, c'est un psychanalyste anglais qui m'a beaucoup impacté. Il parle de good enough mother, la mère suffisamment bonne. Et si elle est trop bonne et qu'elle donne de la glace, des bonbons à son enfant toute la journée, l'enfant va grossir, il va avoir une crise de foie, enfin il va être malade. Mais c'est savoir doser. C'est pas trop donner, mais c'est être juste. C'est ça qu'enseigne la psychanalyse quand elle est pratiquée par un analyste juste. Et il y a eu beaucoup d'excès. Il y a eu des excès dans toutes les disciplines. Dans les thérapies humanistes, qui ont beaucoup vilipendé la psychanalyse, il y a eu énormément d'excès. Alors, la psychanalyse élargie, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il est dommage de ne pas pouvoir bénéficier des découvertes post-freudiennes. Et ce qui est intéressant, c'est que les thérapies humanistes, pour beaucoup, ont été créées par d'anciens psychanalystes. Et que c'est important d'aller avec son temps. Reich, qui a été très critiqué, il était un ancien analyste. Pearls, pareil, ils ont tous été formés dans le sérail analytique. Après, qu'on s'en départisse, qu'on s'en éloigne, why not ? Mais l'important, c'est de pouvoir rester structuré. Et sinon, c'est la porte ouverte à tous les excès. Et pour moi, je suis très attirée par les courants novateurs. Donc je me disais, mais quel dommage de ne pas pouvoir faire bénéficier le patient de ces courants novateurs qui vont lui permettre peut-être d'aller plus rapidement, d'accélérer le processus thérapeutique. Mais il n'y a pas de mystère, je veux dire qu'il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci. Même en introduisant de nouvelles approches dans le cadre clinique, on ne peut pas faire accélérer l'inconscient du patient. L'inconscient du patient, il vit avec son temps, le temps de la cure, le temps thérapeutique, il est indispensable. Il n'y a pas de magie, ce n'est pas en quelques séances qu'on va éradiquer toute une souffrance qui est là depuis des années. Quand un patient vient me voir en me disant « Mais vous croyez qu'avec le MDR ou l'hypnose, ça va aller vite ? Combien de temps ? Est-ce que vous pensez qu'en 4 mois ou 5 mois, je vais aller mieux ?» Et je dis « Mais je ne peux pas vous donner de réponse. » Et si je vous disais oui, à ce moment-là, il est mieux que vous partiez, parce que aucun thérapeute ne peut vous prédire le temps de la cure. Quand on se blesse, quand on souffre, ou quand on vous opère, le temps, il y a le temps de la cicatrisation que l'on ne peut pas accélérer. C'est un temps
qu'on ne peut pas maîtriser. Et là, le temps de l'inconscient, puisque c'est l'inconscient qui nous régit, on ne peut pas l'accélérer, chacun a son propre temps, que le thérapeute doit respecter. Finalement, l'acte thérapeutique, c'est un acte de respect. C'est un acte de respect. C'est respecter l'autre dans ce qu'il est, dans son temps. Et souvent, je demande aussi aux patients de respecter aussi mon temps thérapeutique, mon temps en tant que patient. En tant que patient, intéressant. En tant que praticien. Si je sens qu'un patient me pressure, à ce moment-là, je préfère ne pas le prendre, ou je lui dis, écoutez, ça, on ne peut pas continuer, c'est pas possible. Les patients, parfois, nous pressurent aussi. Ils nous mettent à l'épreuve par rapport au temps. Le temps, c'est un élément moteur et essentiel du changement. Parce que le changement, ça fait peur. Les gens veulent changer. Mais quand ils sont confrontés au changement, à ce moment-là, ils prennent peur. Parce que on commence une thérapie parce qu'on sent qu'on vit dans l'étroitesse, on ne peut plus supporter de vivre dans nos vieux vêtements qui deviennent trop étriqués. Et donc on commence une thérapie, et puis quand une ouverture qui se fait, c'est très jubilatoire. Puis au fur et à mesure qu'il devient impossible de vivre comme on vivait avant, on prend peur. C'est comme un saut à opérer, mais avec la peur de ne pas pouvoir se relever. C'est ça. C'est une question, c'est très vaste parce que j'ai l'impression que le chamanisme en fait m'accompagne depuis ma plus tendre enfance. Quand j'étais petite, je vivais des expériences extraordinaires, mais je ne pouvais pas les nommer, je ne pouvais pas mettre de nom dessus, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et la nuit, je voyageais. J'avais l'impression que j'allais dans des espaces un peu intersidéraux, et le matin, bien que je volais. Donc il y avait une partie de moi qui était dans le lit, puis une autre partie de moi qui était ailleurs. Et c'était très 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 agréable. Et puis au petit matin, j'avais l'impression que je rentrais dans mon corps et que je devais m'ajuster à ce corps comme à une gaine ou à un gant. Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire est que lorsque je volais, je pouvais voler à l'extérieur, dans l'appartement, je visitais l'appartement, mais je n'étais pas dans mon corps parce que quand je voulais appuyer sur un bouton, un interrupteur, il n'y avait pas de force. Et je passais à travers les murs. Alors je me disais, comme j'ai toujours eu un esprit très très analytique aussi, tout en étant attirée par l'extraordinaire, j'ai toujours été très analytique, essayant toujours de comprendre, je me disais, mais attends, comment tu peux passer à travers les murs et ne pas pouvoir allumer l'interrupteur? Donc je me disais, mais il y a quelque chose d'un petit peu de bizarre. J'en parlais pas à ma famille parce que mes parents se seraient inquiétés. J'allais très très bien, j'aimais l'école, j'avais des petits amis, j'étais pas du tout une enfant bizarre, mais j'étais attirée par d'autres choses. Mais je pouvais pas en parler. Et puis plus tard, quand j'ai fait ma formation avec Grof, j'ai commencé à lire des livres différents, puisque Grof nous ouvrait aux autres états de conscience, des états de conscience extraordinaires. Et un des livres qui m'a le plus marqué, c'était le livre de Robert Monroe qui s'appelait Out of Body's Experience, expérience hors du corps, et dans lequel Robert Monroe, qui était un journaliste scientifique, relatait ses expériences hors du corps. Et comment, au début, quand il a commencé à les vivre, sans qu'elles aient été provoquées, ça lui a fait peur, il est allé voir un copain psychiatre. Et le psychiatre lui dit, mais attends, dans ton récit, t'es pas fou, bon, tu vis quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une expérience. Demain soir, moi, je serai chez moi, je ne te dis pas ce que je vais faire. Et, puisque tu pratiques le voyage hors du corps, projette-toi chez moi, et puis on se revoit le lendemain, et tu me diras ce que tu as vu. Donc, ils se mettent d'accord sur une certaine heure. Donc, le psychiatre est chez lui, Robert Monroe est dans sa propre maison, et il se projette astralement chez son copain psychiatre, visite la maison, voit son ami vaquer à différentes occupations. Et le lendemain, quand il se retrouve dans le cabinet, enfin physiquement, dans le cabinet du psychiatre, Robert Monroe lui relate ce qu'il a fait. Tout était juste. Donc je me suis dit, en fait, j'ai vécu
toute petite, des extensions du corps. J'étais une petite fille tout à fait normale, entre guillemets. Pas du tout dysfonctionnelle, pas du tout isolée. J'étais une petite fille très heureuse. Hein. Différente de mon milieu, hein, de ma sœur, mais une petite fille très heureuse. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser aux Near-Death Experience, aux expériences de mort imminente. J'ai fait partie de l'association YANS, qui est une émanation de l'association américaine. YANS, c'est International Association for Near-Death Experience. Les Near-Death Experience, les NDE, ce sont les expériences de mort imminente. Donc, lorsque l'association française s'est créée, j'ai fait partie de l'équipe de recherche et ça m'a passionnée. Donc tout ça, c'était un petit peu précurseur de ma formation au chamanisme. Et donc, ma formation au chamanisme en elle-même, je l'ai commencé donc parallèlement à ma formation chez Grof, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard. Et ma première rencontre avec Michael Harner, qui est le fondateur de la FSS, Foundation for Shamanic Studies, qui est un anthropologue extrêmement renommé, qui a enseigné à Berkeley et qui a beaucoup investigué autour des tribus Shuar et Jivaros en Amérique du Sud. Il a pris beaucoup de substances psychédéliques, et notamment l'ayahuasca. Et la grande originalité de Michael, c'est d'avoir créé ce qu'il appelle le core shamanism, le chamanisme, qui est adapté au monde occidental. On ne peut pas pratiquer le chamanisme quand on est occidental, comme on le pratique au Pérou ou en Amazonie, au Brésil, en Amazonie ou même en Sibérie, parce qu'on est occidentaux. On est des Westerners, hein, on n'est pas des Asiatiques, on n'est pas des Sibériens, hein, on est des Occidentaux. Donc on doit extrêmement être rigoureux par rapport au mode d'action. Et j'ai été formée donc par lui et par Sandra Ingerman. Et ma première formation avec Sandra et Michael, c'était à Esalen. J'avais fait le 2-week programme, un programme de 2 semaines, d'immersion de 2 semaines. Et Sandra Ingerman, qui a créé maintenant son propre enseignement, travaillait avec Michael Harner. Elle était directrice pédagogique de la fondation. Et ils co-animaient ensemble. Ils co-animaient des séminaires à Esalen. Et là, ça a été extraordinaire. J'ai découvert le tambour, j'ai découvert le voyage dans les différents mondes, hein, le monde d'en bas, le monde d'en haut, parce que dans le monde chamanique, hein, dans la tradition chamanique, hein, il y a 3 mondes. Hein. Il y a le monde humain, qui est le monde du milieu dans lequel on vit, puis il y a le monde d'en bas, qui est le monde des animaux, le monde d'en haut, qui est le monde des guides, des maîtres. Et là, je découvrais un monde que j'avais pressenti, déjà par mes voyages hors du corps quand j'étais petite, que je pressentais, que j'intuitionnais, mais que je n'avais pas encore nommé. Et donc j'ai découvert le tambour, hein, le tambour qui est la monture du chaman et qui lui permet de naviguer entre les mondes. Et puis j'ai découvert cette femme étonnante qui est Sandra Ingerman, qui est devenue une amie auprès de laquelle je me suis formée au recouvrement d'âme, à l'extraction, à différentes approches, et qui m'a fascinée. Petite, pas très grande, longs cheveux, et elle est incorporée par, dit-elle, hein, donc je ne trahis pas hein, ce qu'elle dit, puisqu'elle le dit elle-même, par une entité qui s'appelle Isis, donc qui est la déesse égyptienne. Elle ne se prend pas du tout pour une déesse, mais une de ses maîtres, hein, ses maîtresses, c'est Isis. Et quand Sandra, et j'étais fascinée parce que pendant le groupe de formation à Esalen, un jour, Sandra donc s'est laissée incorporer devant le groupe par Isis, et on avait vraiment l'impression, quand on la voyait, de voir Isis. C'était plus la Sandra qu'on voyait, américaine, californienne, mais c'était Isis dans son expression, dans son corps, dans sa statuaire, comme si elle était devenue la déesse Isis, une reproduction, une sculpture. Et c'était extraordinaire de la voir. Donc elle s'est occupée d'un patient hein, qui est venu au milieu du cercle. Et là, on avait l'impression d'être en Égypte. C'était extraordinaire. Et c'était en même temps complètement tangible, complètement réel. Et j'ai assisté à une guérison.
Le groupe était constitué de professionnels, parce qu'il y a la fondation. Ils sont extrêmement rigoureux quant à l'engagement des gens. Ils veulent des gens professionnels, qui sont des professionnels de l'aide, qui ont fait un travail sur eux-mêmes, donc il y a une grande rigueur. Et ça a été le point de départ de ma formation au chamanisme. Donc ensuite, j'ai continué à travailler avec Sandrine German. Quand elle a créé son propre enseignement, j'ai fait la formation des 3 ans avec Michael Harner. Puis j'ai fait encore d'autres formations sur 15 jours avec la fondation. Donc c'est une formation extrêmement rigoureuse et extrêmement, je dirais, ancrée aussi dans la matière. Ce que j'aime aussi, c'est que ni Sandra ni Michael Harner ne se prennent pour des gourous. Ils insistent bien sur la nécessité d'avoir fait un travail sur soi. Puis un traitement chamanique, ça ne remplace ni un traitement médical, ni une psychothérapie. Alors j'en suis arrivée donc au chamanisme par Michael Harner et Sandrine German. Et puis bon, j'ai travaillé avec des chamans amérindiens, péruviens. Mais je dois dire que les enseignements les plus marquants pour moi ont été ceux de Michael Harner et de Sandrine German, parce que adaptés à l'être occidental que je suis. Même si j'ai navigué en Inde, un peu partout, je suis fondamentalement quelqu'un d'occidental. Et je peux pas le nier. J'ai suivi des enseignements bouddhistes, soufis. Mais celui qui m'a le plus apporté, c'est l'enseignement chamanique, parce que finalement, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de maître. On est en lien avec l'univers, avec la nature. Donc pour moi, c'est ça le divin, c'est la nature, c'est l'univers. Il n'y a pas d'église. Il n'y a rien d'imposé. Et ce que j'aimais bien dans les enseignements de Michael et de Sandra, c'était, vous avez pris un tas de notes pendant vos formations, burn your notes, brûlez vos notes, et laissez le chaman à l'intérieur de vous parler, vous inspirer. Mais c'est comme en psychanalyse. On n'est pas psychanalyste sans avoir fait une psychanalyse personnelle, sans avoir fait aussi suivi des enseignements en psychopathologie, enfin fait des stages. Enfin, il y a tout un enseignement, il y a toute on est fécondé par ce qu'on apprend. Et après, une fois que c'est intégré, la théorie, ça n'empêche pas d'exister. Voilà, c'est ça. Donc, c'est les expériences qui nous structurent. Notre intuition aussi est extrêmement importante. On ne peut pas se fier à notre intuition tant qu'elle n'a pas été travaillée, parce que sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi. La psychanalyse, ça a vraiment été pour moi une initiation. Parce que, d'abord, c'est l'initiation dans le silence. On est confronté d'abord au silence de l'analyste. On est confronté aussi à notre propre silence. Et parfois, le silence intérieur, ça fait peur. C'est à travers ce silence qu'on peut se féconder. Quand le bébé est dans le ventre de la mère, il est dans le silence. Il a besoin de ce temps pour se créer, pour se construire. Et on ne peut pas se construire dans le bruit ou dans la foule. On a besoin de ce désert intérieur, de cette matrice, je dirais presque de nuit. On est dans la nuit utérine. Et parfois, quand on est sur le divan, moi, je fermais beaucoup mes yeux, j'étais dans la nuit, enfin dans ma nuit intérieure, et sans cette nuit, je pouvais pas me construire. Et un analyste qui est trop bavard, c'est un analyste aussi qui vole la parole de son patient. Il faut le laisser dans le silence. Et dans les sociétés initiatiques, en franc-maçonnerie par exemple, l'apprenti, quand on rentre en franc-maçonnerie, je me suis beaucoup intéressée aux sociétés initiatiques, pendant un certain temps, on ne va pas parler, on va rester dans le silence. Et c'est en restant dans le silence qu'on peut aussi capter des choses, on peut recevoir. On ne peut pas recevoir quand il y a trop de bruit, c'est pas possible. Et dans le chamanisme, c'est pareil. Quand on prend notre tambour, alors il y a le son du tambour évidemment, mais quand on voyage au son du tambour, on doit être dans un silence intérieur total, sinon on est parasité.
il est important, quand on voyage au son du tambour pour un patient, qu'on ne se laisse pas parasiter par nos propres bruits intérieurs, qu'on soit complètement présent et que j'ai fait complètement le vide à l'intérieur de moi, que je sois dans le silence intérieur pour pouvoir opérer ce travail que me demande le patient. Quand je suis dans la position du psychanalyste, c'est la même chose. Je dois être complètement vierge, complètement nettoyée de mes propres engrammes pour pouvoir recevoir la parole de l'autre. Sinon, il va y avoir une confusion, des projections. Donc je dirais que c'est mon travail psychanalytique, c'est tout le travail que j'ai fait sur moi qui me permet de pouvoir pratiquer le chamanisme. Parce que sinon, il va y avoir une espèce de mixing entre mon matériel, le matériel du patient, le matériel chamanique. Quand on travaille avec les états modifiés de conscience, parce que l'état chamanique, c'est un état modifié de conscience, il faut être sacrément intégré, sacrément ancré à l'intérieur de soi, et puis ancré à la réalité, à la matière. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tous les excès. L'ancrage dans la matière, souvent j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah ben le monde matériel, vraiment c'est un monde de saleté, un monde de souffrance, oh là là, moi je n'aime être que dans le monde spirituel. » Et si un arbre n'a pas de racines, il ne peut pas développer de fleurs, de fruits, de branches, il n'est pas vivant, il ne peut rien donner. Et nous, si on n'est pas ancré, on ne peut rien donner. L'approche chamanique, ça s'adresse à l'âme. Mais ça ne va pas guérir pour autant la maladie que vous avez. Mais à partir du moment où on donne du sens à ce que l'on a et que l'on comprend pourquoi une maladie ou pourquoi un traumatisme est survenu dans notre vie, à ce moment-là, il y a du sens qui se construit, qui s'opère, et il y a quelque chose qui se libère chez le patient. Et dans la tradition chamanique, on dit que l'on peut mourir healed, but not cured. Alors, en anglais, il y a deux mots pour la guérison. Healing, c'est la guérison de l'âme. Donc, quelqu'un meurt d'un cancer très, très évolué. Peut-être qu'il ne va pas guérir sur un mode organique, mais son âme va guérir et il va être prêt à quitter son corps, à partir. Il ne sera pas en colère, il ne sera pas « pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, je ne mérite pas ça ». Mais il va comprendre, il va donner du sens à sa maladie, à sa vie. Il va pouvoir partir apaisé. Donc une approche chamanique va permettre de prendre soin de l'âme, de la guérir aussi, peut-être. Encore faut-il aussi que le patient consciemment accepte. On ne peut pas faire un travail sans le consentement du patient. Et puis, ça va l'amener peut-être à la guérison organique, peut-être pas. Mais en aucun cas, je ne dirais à un patient « Écoutez, vous savez que le chamanisme, c'est plus la peine d'avoir le médecin ou un psychothérapeute. » Je veux dire que ça serait vraiment de l'assassinat. Mais combien de gens se déclarent, s'autoproclament chaman? Moi, je ne dis pas du tout que je suis chaman, pas du tout. Je dis que je suis une praticienne du chamanisme, qu'il y a certains patients avec lesquels je sens qu'un travail chamanique peut se faire, d'autres avec lesquels ça ne peut pas se faire. Il faut aussi tenir compte de la structure psychologique du patient, parce que ça peut être très spectaculaire au niveau intérieur pour le patient. Et puis, il faut aussi savoir dire non. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a un tourisme spirituel actuellement. Le chamanisme, c'est très à la mode. Donc, on voit fleurir les chamans. Et puis, il y a aussi une efflorescence de la demande pour les traitements chamaniques. Parce que les gens croient comme ça, au claque des doigts, et puis c'est enlightenment, c'est l'illumination, c'est la guérison instantanée. Je suis allée, par rapport au chamanisme et à la guérison, moi je m'intéresse beaucoup à la guérison spirituelle. Et je pense que la guérison physique et la guérison spirituelle vont de pair. Par exemple, si un patient a une maladie très grave, un cancer, il est évident qu'il faut qu'il aille chez l'oncologue, le cancérologue. Mais si, en plus du traitement classique,
il se fait suivre par un psychothérapeute, par un acupuncteur ou un homéopathe, par un énergéticien. C'est génial, parce qu'il y a une prise en charge multiple, et c'est bien aussi que tous ces correspondants, tous ces praticiens soient en contact les uns avec les autres. Malheureusement, en France, il y a encore une fermeture par rapport aux approches holistiques alternatives. Les médecins sont résolument contre, de toute façon, ça n'existe pas. Tous les praticiens alternatifs sont des charlatans. Et pour les praticiens alternatifs, les médecins sont des terroristes, des cons, ils sont fermés, ils ne nous acceptent pas. Donc il y a une fermeture de tous les côtés. Mais ce qui est important, c'est le bien-être, c'est le bien-être du patient. Et c'est notre ouverture en tant que praticien. Oui. Et c'est dommage que le patient ne puisse pas bénéficier de toute cette prise en charge. L'année dernière, il y a 3 ans, j'ai une patiente de 35 ans qui avait eu un cancer du sein. Et elle a eu un chirurgien fabuleux. Elle a guéri. Mais elle m'a dit, heureusement que j'ai eu cette multiplicité de prise en charge. C'est comme ça que j'ai pu guérir. Parce qu'il fallait qu'elle guérisse le sein malade. Enfin, je veux dire, il y a eu une amputation, ensuite une chimio. Mais son système immunitaire a pu être boosté parce qu'il y a eu toutes ces approches autres. C'est ça. Je crois qu'il ne faut pas être naïf en disant que uniquement les approches alternatives peuvent guérir, parce que ça n'est pas vrai, je pense pas. J'étais aussi, parce que vous me posiez la question, j'ai eu un père qui était très très malade. Et puis je me suis intéressée à un guérisseur qui s'appelait John of God, João da Deus. Il y avait une émission sur lui, sur Arte, et puis Sandra Ingerman m'en avait parlé. Donc je suis allée le voir pour que peut-être à travers moi il puisse guérir mon père. Moi, j'aurais été, comme disait ma mère, j'aurais été au diable pour mon père. Mais bon, je suis allée 2 ans de suite. Et j'ai rencontré là-bas des gens extraordinaires, des gens qui venaient du monde entier pour se soigner. C'est vraiment la cour des miracles. Et John of God, c'est un paysan. Je ne vais pas faire de publicité pour lui, il suffit d'aller sur Internet. Évidemment, il est très critiqué. Alors, il y a des articles très laudatifs sur lui, puis d'autres très critiques, mais c'est comme ça pour tout le monde. Il suffit d'aller auprès de lui, faire sa propre expérience, où elle est bénéfique ou elle ne l'est pas. Et j'ai rencontré des gens là-bas qui avaient été guéris. Alors j'ai voulu écrire un article sur lui, et puis je ne l'ai pas fait. Bon, mais j'en parle dans mon bouquin. Et j'ai rencontré une femme qui est psychologue. Je raconte souvent son cas parce que j'en étais témoin. Elle est arrivée, on est arrivés en même temps. Elle avait des béquilles, elle avait une polyarthrite invalidante. Elle ne pouvait pas marcher sans béquilles. Il fallait que son mari la soutienne. C'était tragique, parce qu'elle avait cette polyarthrite depuis des années et elle était sous anti-inflammatoire depuis longtemps et avec parfois des piqûres en cas de crise aiguë. Et elle est restée 3 semaines. Au bout de 3 semaines, elle a jeté ses béquilles. J'ai pris des photos d'ailleurs. Elle a pris des béquilles. J'ai rencontré une autre femme qui avait une sclérose en plaques. Et elle ne marchait pas à l'époque au début. Quand on s'est rencontrés, elle était sur un fauteuil roulant. Elle m'a montré ses radios, des comptes rendus de radio. Enfin, elle m'a montré ses radios, j'ai vu les radios, puis j'ai vu les comptes rendus des médecins. C'était sclérose en plaques. Mais c'est pas celle qui est très très difficile. Il y a 2 types de sclérose en plaques, mais c'était celle qui est la moins aiguë. Et au bout de 3 semaines, elle marchait appuyée sur son fauteuil roulant. Elle le tenait pour avancer. Elle n'était plus assise. Elle pouvait esquisser des pas en tenant son fauteuil roulant. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le médium, guérisseur qui guérit? On ne sait pas. Alors quand on arrive à la Casa de Don Ignacio, qui est le lieu, cet hôpital spirituel où officie João da Deus, John of God, ils disent 50% c'est le patient, c'est son désir de guérir. Il y a 25% moi, João, en tant qu'intercesseur, et puis il y a 25% Dieu, le divin. Mais in fine, c'est nous, on est vraiment les artisans de notre guérison, physiquement et psychiquement. Et comme disait Groff, j'aimais bien cette phrase, on a un maître, we have an inner healing guide,
On a un maître de guérison intérieure. Et donc on est notre propre guérisseur. C'est nous qui avons le pouvoir. Et s'en remettre au pouvoir du médecin, c'est perdre son propre pouvoir. S'en remettre au pouvoir du thérapeute, c'est perdre son propre pouvoir. Et justement, le rôle du psychothérapeute ou du médecin, c'est de rendre au patient son pouvoir. Et la maladie, donc on en revient au chamanisme, la maladie, dans le chamanisme, c'est une perte de pouvoir. It's a power loss. Ou bien c'est une perte d'âme. Et quand on perd son âme, on perd son pouvoir. Oui, je propose aux patients une psychanalyse élargie, c'est-à-dire que j'ai une palette de couleurs. Pour moi, je peins aussi, donc j'aime bien les métaphores peinture, autour de la peinture. Donc je dis que j'ai une palette. Et sur cette palette, j'ai différentes couleurs qui sont les approches auxquelles j'ai été formée. Donc bien sûr, il y a la psychanalyse, puis il y a la respiration holotropique, il y a le MDR. J'ai été formée à Esalen, à l'Institut Esalen, à Big Sur, donc j'ai formé à la Gestalt, à la bioénergie, différentes choses, parce que j'y suis allée beaucoup de fois. Mais mes approches principales, c'est le MDR, la respiration holotropique, l'hypnose et la pratique chamanique. Puis aussi l'art-thérapie. Bon. Et notamment dans les séminaires. Mais comme j'ai une personnalité, je suis très artiste, donc ça vient aussi se greffer dans ma pratique. Et puis je pense que le praticien est un être qui doit être inspiré. L'acte thérapeutique, c'est vraiment un acte d'inspiration. Donc en fonction des gens qui viennent me voir, je vais utiliser une approche plutôt qu'une autre. Je vais mélanger les approches aussi, comme on mélange les couleurs, dans un tout harmonieux. Avant de pratiquer une approche plutôt qu'une autre, il est important que je puisse repérer la structure du patient. Si c'est un patient qui est bien ancré, avec un moi solide, il est évident qu'on peut travailler en état non ordinaire de conscience, ou en état d'expansion de conscience. Si c'est un patient qui est sous antidépresseur ou bien sous neuroleptique, il est évident que ça sera une thérapie beaucoup plus classique, thérapie analytique en face à face, parce qu'il ne faut surtout pas que le patient aille se décompenser. L'approche chamanique, c'est une approche qui peut être difficile, puisqu'elle peut aussi déréaliser un patient. Faire respirer en respiration holotropique un patient qui est sous neuroleptique, ça peut accentuer un délire, ça peut faire déclencher un délire. Ça peut être terrifiant, parce qu'on peut vivre des expériences difficiles. Et même si on est sous l'égide d'un thérapeute, il faut vraiment être extrêmement vigilant par rapport à ce qu'on propose aux patients. Et ne pas être séducteur, parce que ça peut séduire un patient, toutes ces approches. Et comme je vous disais tout à l'heure, le thérapeute ne doit pas être dans la séduction, parce que sinon c'est créer un leurre. Donc c'est important de dire non à un patient qui vient nous voir pour une approche en EMDR ou une approche en hypnose. Il dit ah ben non, dans ce que j'entends, ce n'est pas l'approche qui peut vous être bénéfique. Alors l'approche chamanique, je pratique aussi la psychophanie. Bon, j'en parle pas beaucoup. La psychophanie, c'est une approche qui m'intéresse beaucoup. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais c'est vraiment très très intéressant. C'est une communication d'inconscient à inconscient et qui se fait de façon extrêmement étonnante. Cette approche a été créée par une orthophoniste australienne qui s'appelait Rosemary Crossley. Et elle a reçu ça en channeling, en intuition. C'est les méthodes comme ça qui surgissent. On ne sait pas comment on les reçoit, mais c'est opérant. Et elle s'est aperçue qu'en tenant le doigt du patient, notamment des autistes ou des polyhandicapés, le doigt se déplace sur un clavier, les patients qui ne pouvaient pas parler arrivaient à délivrer des messages. Parler de membres de leur famille, dont Rosemary Crossley n'avait jamais entendu parler, puisque les patients ne parlent pas, et ils délivraient des messages sur leur position dans la famille, sur les frères, les sœurs, la situation familiale, les problèmes structuraux de la famille, alors que Rosemary n'en avait jamais entendu parler. Elle, son rôle, c'était d'essayer de faire parler les patients. Bon, partir autiste, c'était difficile, la patient polyhandicapée, mais elle essayait de rééduquer la parole. Enfin, elle était orthophoniste reconnue.
Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à cette même période, dans les années 80, dans le monde entier, cette méthode a commencé à se créer. Notamment un prix Nobel l'a créé comme ça, ça lui est parvenu, il ne sait pas comment, pour échanger avec son fils autiste. Et moi, j'ai découvert cette méthode en lisant un livre. Je me souviens chez Virgin, j'adore traîner dans les rayons de bouquins, et puis je tombe sur un livre qui s'appelle le livre d'Anaël, qui était préfacé par le grand rabbin de France, Citruc. Et je me dis, tiens, si le livre est préfacé par le rabbin Citruc, ça ne doit pas être un livre fou. Et je vois sur la 4e de couverture que c'était l'histoire d'une petite fille de 8 ans polyhandicapée qui n'avait jamais pu parler et dont les parents ont découvert cette méthode et lui ont fait suivre cette méthode. Et que cette petite fille a pu délivrer des messages très importants concernant sa vie, la vie de la famille, les ancêtres, etc. Et puis aussi des messages d'une grande portée spirituelle. Donc j'achète le bouquin et je le lis en une nuit et je suis fascinée par le livre. Donc j'ai rencontré l'orthophoniste dont il était question, qui s'appelle Anne-Marguerite Vexio, j'ai eu des séances avec elle, puis ensuite je me suis formée. Mais pour moi, la validité de cette méthode, ça a été quand mon père ne pouvant plus parler ou ayant des difficultés d'expression, j'ai fait appel à une psychophoniste, à une thérapeute qui pratiquait la psychophanie. Psychophanie, c'est la communication de l'âme ou le langage de l'inconscient. C'est ça ce que ça veut dire en grec. Et j'ai demandé à une thérapeute de venir. Voilà, mon père est souffrant, il ne peut pas parler, est-ce que vous pouvez venir? Je ne lui ai pas demandé à quelqu'un que je connaissais parce qu'elle aurait pu être influencée par moi, parce qu'elle pressentait de mon histoire. Donc elle est venue à mon cabinet, mon père était là. Et mon père a commencé à parler de choses très personnelles de sa vie, puis de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah. Et il a dit cette phrase extraordinaire: laissez-moi partir vers les mondes feutrés. Et je me dis, mais c'est valide, ça marche. Donc je me suis formée. Et puis je la pratique avec des patients. Et notamment dans des séances de recouvrement d'âme. Donc le recouvrement d'âme, donc je pratique comme ce que me disent les esprits. Puisque le praticien chamanique n'opère pas seul, mais il est accompagné de maîtres ou d'alliés qui vont l'aider, qui vont faire le travail chamanique dont le patient a besoin. Ça, c'est dans l'enseignement de Michael Harner. On a des alliés, des helpers, des teachers ou des enseignants dans le monde invisible. Donc, quand quelqu'un vient me voir pour un recouvrement d'âme, c'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme. Et vous verrez que je vais revenir à la psychophanie, parce que je le pratique aussi pendant une séance de recouvrement d'âme. Donc, la personne vient me voir parce qu'elle a vécu un traumatisme, ou parce qu'entre tel âge et tel âge, il y a une amnésie, et qu'elle n'arrive pas à poser de mots sur ce matériel, sur ce refoulement, qui opère comme une béance dans sa vie, et qui la rend impuissante. Le fait d'oublier nous rend impuissants. Quand on n'arrive pas à mettre de mots, on a l'impression qu'il y a une partie de nous qui n'est pas là. Donc, une personne vient me voir, voilà, entre tel âge et tel âge, ou bien, il me semble que j'ai vécu un traumatisme sexuel, mais j'en suis pas sûre, ou bien j'ai été abusée par mon père, et entre tel âge et tel âge, ou par ma mère, ou par... Parce que les mères aussi s'abusent. C'est des abus, pas nécessairement sexuels, on peut être abusé verbalement, mais des mots durs, ce sont des mots qui percutent, qui font mal, qui nous traversent, qui nous tuent. Les mots, ça tue. Et les mots tuent, T-U-S, ça tue, T-U-E. Le refoulement nous tue. Parce qu'on a l'impression qu'on est absent une partie de nous-mêmes. Donc, lorsqu'il y a eu souffrance, lorsqu'il y a eu trauma, une partie de l'âme, en chamanisme on parle de l'âme, se dissocie, s'en va. Alors, en psychologie on parle de dissociation. Quand j'ai été agressée, il y a une partie de moi qui s'est dissociée, ce qui fait que je n'avais plus de passé, plus d'avenir, j'étais complètement figée dans le présent. On est figé. Donc le patient a l'impression d'être figé et souvent d'être coupé de tout. Donc il vient me voir, donc avant de dire oui, on a un entretien, je fais une anamnèse, pour voir si, j'interroge, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez été médicamenté, est-ce que vous êtes en bonne santé, enfin voilà, l'entretien
l'anamnèse classique. C'est généralement moins long qu'une anamnèse d'un patient qui vient me voir pour une psychothérapie. Et si c'est un patient que j'ai déjà en traitement, à ce moment-là, il n'y a pas d'entretien préparatoire. Je sais que le patient est prêt à vivre le recouvrement d'âme et qu'il est apte. Mais quand quelqu'un vient me voir de l'extérieur, je ne sais pas nécessairement. Donc j'ai un entretien préparatoire. Donc le recouvrement d'âme, je demande, donc on est OK pour faire, je suis OK pour faire le travail. Donc j'ai demandé au patient de s'allonger par terre. Ça, c'est la façon très classique du recouvrement d'âme. Et il est sous une couverture, sur un matelas, sous une couverture avec un cache pour les yeux. Et je vais prendre mon tambour. Le tambour, je vais taper pour le patient. C'est pour lui. C'est comme une musique de guérison qui est le préambule au traitement, qui est le prélude au traitement. Parfois, il y a des chants qui viennent. Ça chante à travers moi. Et lorsque je me sens prête, à ce moment-là, je mets une cassette de tambour, enfin je mets une musique de tambour, et je vais m'allonger auprès du patient. Alors, épaules, hanches et chevilles contre lui. Je ferme les yeux et je pars dans les mondes invisibles, accompagné par un de mes alliés, des animaux ou des guides, peu importe. Et j'établis bien l'intention, mon intention est de partir à la recherche des morceaux ou du morceau d'âme perdu de mon patient, et je donne le nom du patient, c'est l'intention. Et puis je suis dans les mondes invisibles, alors c'est l'univers, et je pars à la recherche des morceaux de l'âme du patient qui se sont absentés, qui ont fui au moment du trauma, au moment de l'épreuve. Et puis, alors je vois une petite fille, là je suis en train de vous parler d'une séance qui s'est réellement passée, une petite fille qui est au pied d'un sapin, elle a des couettes, elle a un petit ours en peluche, et elle est apeurée, et elle est entourée d'étoiles. Et je lui dis, bonjour, je suis Martine, et je viens de la part de l'adulte, de l'adulte, parce que tu es une petite fille, les étoiles, au pied d'un arbre. Il n'y a pas de logique dans le monde invisible. On peut être sur une étoile, avec un arbre, il ne peut pas être sur une étoile. La logique n'est pas notre logique humaine. Et puis, il y a une partie de toi, vous vous manquez l'une à l'autre. Et l'adulte que tu es ne peut pas évoluer parce qu'il y a une partie d'elle qui lui manque. Elle souffre, vous êtes en souffrance. Donc pour toi, qui es encore une petite fille, tu dois la réintégrer. Ah ben oui, mais j'ai très très peur, donc une négociation. C'est pas tu dois, mais il est important, il est souhaitable que vous vous réintégriez l'une à l'autre, parce que l'une sans l'autre, vous ne pouvez pas évoluer. Elle a besoin de toi, et toi, tu as besoin d'elle. Parce que là où tu es, tu ne peux pas évoluer. Tu es une éternelle petite fille, mais tu as encore un chemin à faire. Et l'une sans l'autre, vous ne pouvez pas opérer ce chemin. Donc, je négocie, et puis quand la petite fille est d'accord, et là, généralement, quand je discute avec elle, je vois la scène traumatique originelle et des informations qui me viennent. Je lui dis, mais tu sais, maintenant, il n'y a plus de risque, tu ne vas plus être enfermé dans le placard, tu ne vas plus être battu, il n'y aura plus de violence. Et je l'imagine, je la prends dans mes bras, je ferme mes mains, il faut qu'elle est d'accord. Toujours, moi je suis allongée, mais tout ça, ça se passe dans l'invisible. Et puis, je ramène, et puis je vais l'insuffler au niveau du plexus, du cœur, là, du patient. Et puis je demande à mon patient, donc qui est allongé, de relever, je l'aide à relever délicatement sa tête, et je lui insuffler la partie manquante, cette partie d'âme, au niveau de la fontanelle. Et puis mon patient se rallonge, je prends mon tambour, et puis parfois, un animal, un guide, enfin, un helper, un allié me dit « Ah, maintenant, c'est important de retourner dans le monde invisible, ramener un animal pour ta patiente. » Et récemment, donc, j'ai ramené à cette patiente un cheval. Donc, je vais dans le monde invisible,
mes animaux, enfin mes alliés, et puis il y a un cheval qui se présente. Et je demande au cheval, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es l'animal de cette patiente? Et il me dit, oui, oui, absolument. Donc je le ramène et à nouveau, je la suis. Parfois aussi, on me dit, ben voilà, il y a encore une partie d'âme ailleurs. Donc à nouveau. C'est pour ça que je prends toujours, généralement, c'est une séance qui dure 2h30. Si au bout de 2 heures on a terminé au bout de 2 heures. Mais je prends toujours 2h30 pour qu'il y ait toute la latitude, pour le temps aussi de parole. Et ce que j'ai introduit, et ce que ne fait pas Sandra Engerman, mais bon, elle nous dit, maintenant c'est vous, vous avez été formé, maintenant laissez-vous inspirer. Donc j'introduis une séance de psychophanie dans la séance. Et pendant que le patient se détend avec, parce que je ne sais pas qu'il est éprouvé, mais il est ému, je lui demande de mettre sa main, donc moi j'ai mon ordinateur, donc je suis à terre, je lui demande de mettre sa main sur mon genou, et à ce moment-là, hop, ça va très très vite, il y a tout un contenu inconscient qui vient s'écrire. Et souvent c'est la conclusion de la séance. Et ce qui s'écrit sous mes mains, c'est l'inconscient du patient. Donc va venir conclure la séance. Et ensuite, soit je rejoue du tambour, je mets une musique classique, une musique apaisante, une musique ascensionnelle, ou une musique de naissance, une musique un peu triomphale, ça dépend de ce qui s'est vécu. Là, ça peut être le prologue de l'oratorio de Bach, ça peut être un morceau du Messie de Handel, il y a un très beau passage sur la naissance, donc c'est des trompettes très triomphantes. Donc tout dépend de ce qui s'est vécu. Et puis ensuite, il y a un moment de parole, d'intégration. Mais pas trop long, parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans l'analyse, alors que c'était un travail autour du cœur. J'aime pas trop parler. C'est important quand même que le patient puisse verbaliser s'il en a envie, sans analyser. Et puis généralement, j'aime bien, je donne une petite pierre, un petit cadeau, qui sera le symbole de ce qui a été ramené. Le nom du chien, il y a un chien qui s'appelle le Yellow Retriever, je crois. C'est un chien de chasse qui ramène les proies aux chasseurs. Ça s'appelle le Yellow Retriever. Donc là, on ramène au sujet les parties de son âme qui lui ont manqué. Comme je répète, ça n'empêche pas une psychothérapie. Parce qu'ensuite, il faut aussi dealer, il faut aussi apprendre à cohabiter avec cette partie qui nous a manqué. Alors, les informations qu'on peut voir dans le monde invisible, qui sont souvent les informations, la psychogenèse du trouble, l'événement déclencheur qui a été à l'origine de cette dissociation, on n'en parle pas au patient. On ne lui parle pas de ce qu'il a vécu, c'est pas la peine de rajouter. Mais nous, ça nous permet de comprendre pourquoi cet enfant est, de comprendre toute l'histoire de souffrance. Et on ne va pas restituer au patient, ben voilà, donc effectivement, ton père t'a battu entre tel âge et tel âge, ton frère t'a violé. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Comme lorsqu'on fait une extraction, parfois, lorsque quelqu'un est en souffrance, vit une maladie physique, on fait ce qu'on appelle une extraction. Donc le chaman, enfin le praticien, prend son tambour, il tape, il bat le tambour pour le patient, et il demande à ses aides, à ses animaux de pouvoir, à ses guides, de venir faire le travail d'extraction. Donc nous, si vous voulez, on est incorporés par nos alliés, par nos enseignants. Les Américains disent « compassionate teachers », les enseignants pleins de compassion, que sont les animaux de pouvoir, les guides, on est incorporés, et eux font le travail à travers nous. C'est comme si on prêtait notre corps, en fait. Et parfois, on peut voir des araignées, des scorpions, on les enlève, donc on enlève, soit au niveau du corps éthérique, ou bien soit en allant prendre dans le corps du patient, et on jette soit dans de la terre, soit dans un bol d'eau, soit on met dans la flamme de la bougie. Mais on ne va pas dire au patient, voilà, là je vous ai enlevé des scorpions, il y avait des méduses, on ne dit pas. Voilà, donc vous ne dites pas ce que vous enlevez, puisque ce que vous voyez, ce n'est pas nécessairement la vérité.
Donc il faut rester extrêmement prudent. La grande prudence vraiment est enseignée. L'important, c'est que lorsque le patient s'en va, qu'il aille bien. Et que ce bien-être puisse se poursuivre. Alors le bien-être ne se poursuit pas nécessairement. Ça peut être un bien-être de courte durée. Puis parfois le patient a peur aussi d'aller mieux. Parce que aller mieux, ça veut dire aussi changer. Donc ça serait le cadre aussi d'une autre interview sur le aller mieux, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est facile d'aller mieux? Qu'est-ce qu'on fait du mieux-être qui s'ensuit? Vous voyez, bon, c'est pas le... Donc il y a aussi dans le travail chamanique, il y a le travail d'extraction, c'est-à-dire qu'on enlève ce qui fait l'intrusion, ce qui fait obstacle. Bon, et aussi, on pourrait en parler longtemps, donc là j'essaie d'être bref. Et puis il y a aussi un travail que j'aime beaucoup en chamanisme. Les Américains parlent de psychopomp work, le travail de psychopompe, c'est-à-dire le travail de passeur d'âme. Et ça, c'est un travail que j'aime énormément. Parce que souvent, au moment d'un deuil, au moment d'un divorce, au moment d'un deuil surtout, le moment d'un divorce, c'est plutôt l'intrusion, la personne qui nous laisse ou qu'on a laissé, on a l'impression qu'elle nous envahit. Voilà, là, il m'a volé mon âme. Donc, on voit effectivement que le patient est possédé ou dépossédé de quelque chose. Donc c'est là qu'on fait un travail d'extraction. Mais le travail de psychopompe, le psychopompe, c'est celui qui guide les âmes. C'est celui qui guide les âmes à traverser, qui va les emmener vers le passage. Et souvent, quand on perd quelqu'un, on a l'impression que la personne est autour de nous. Que ça nous inquiète, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi dans l'énergie de la maison. Souvent, vous avez des gens c'est ce que j'avais exprimé dans une conférence récemment, qui ont l'impression qu'ils sont possédés. Depuis quelque temps, je ne suis pas moi-même. Ah, ben oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle en moi. Alors, bon, quelqu'un qui n'est pas formé à ces approches, un praticien qui n'est pas formé, il va dire, mon patient délire. Mais non, le patient ne délire pas. Il est toujours intégré dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie conjugale. Il n'est pas du tout délirant, mais il a l'impression qu'il y a quelque chose qui est étranger. Et le travail du praticien, donc, ça sera de proposer au patient de s'allonger et puis de pouvoir discuter avec la personne, avec l'entité qui est à travers, qui est dans le patient. Donc on met le patient en état de conscience modifié et on va lui demander, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, je pratique dans les groupes, d'ailleurs sur mon site. Il y a un article qui s'appelle « Les fantômes familiaux » et c'est le cas Annabella, où c'est une femme qui était hantée par le fantôme de sa mère. Donc j'explique toute l'histoire, comment j'ai fait le travail de dépossession. Et donc le travail de psychopompe, c'est aussi quelque part un travail de dépossession, puisque la personne, l'entité qui hante le patient, qui est souvent une entité défunte, on va l'aider à aller vers la lumière. Donc un mari qui meurt précipitamment et qui a peur de laisser sa femme toute seule, va soit rester à côté d'elle, ce qui fait que la femme a souvent l'impression d'être touchée, ou elle va dire, j'ai l'impression que mon mari est à l'intérieur de moi et je ne peux pas vivre. Alors soit on fait une extraction, soit on fait un travail de passeur d'âme, parce que là, la personne est morte, donc elle n'est pas montée. Si c'est un divorce, on fait une extraction. On ne va pas aider l'âme à monter, puisque la personne vit toujours. Mais si c'est un défunt, donc je mets la personne en état de conscience ordinaire, et puis je lui dis, est-ce que tu es d'accord pour qu'on s'adresse à cette âme qui est à l'intérieur de toi? Ben oui, bien sûr, je suis d'accord. Donc je m'adresse à la personne, à l'âme, et je dis, voilà, tu habites le corps d'Annabella, on va parler d'Annabella, et tu n'es plus de ce monde, hein, tu es décédé, donc tu ne peux pas évoluer, mais en même temps tu parasites ta fille. Et je vais t'aider à monter. Ben oui, mais ma fille, elle est toute petite, elle a besoin de moi. Mais je dis non, quand tu es morte, elle avait 5 ans, maintenant elle en a 35, et elle ne fait rien de sa vie. Elle est parasitée, elle n'a pas de force.
Ah oui, non, non, mais c'est pas vrai, j'ai pas confiance dans ce que vous me dites. Mais je lui dis, mais si, aie confiance en moi, je suis là pour t'aider. Je dis, doucement, il faut apprivoiser cette âme qui parasite le corps de sa fille. Et tout doucement, donc une fois qu'elle est apprivoisée, je lui dis maintenant, je vais t'aider à monter. Est-ce que tu es prête? Alors je lui dis, je la guide. Alors je lui dis, voilà, je suis en train de dessiner un fil de lumière, tu me suis. Ça paraît un peu ridicule, là, parce qu'on est dans le monde matériel. Et quand on est en état de conscience ordinaire, la logique n'est plus du tout la même. Donc je dessine ce fil de lumière, et je dis maintenant, agrippe-toi ce fil de lumière, ou bien imagine, ou bien tu me donnes la main. Donc, d'ailleurs, je suis émue. Donc je la guide, on est dans le monde invisible, et puis je l'accompagne. Je lui dis, tu vas retrouver ce que tu as aimé, ton père, ta mère, les ancêtres. Ils t'accueillent. Et là où tu es, tu vas continuer à évoluer. Or qu'en étant dans le corps d'Annabella, tu ne peux pas, et elle, tu l'empêches d'évoluer. Et vous allez chacune pouvoir évoluer, elle sur le plan humain et toi sur le plan spirituel. Et je t'accompagne, je suis avec toi jusqu'à ce que je ne puisse plus t'accompagner, parce que là, on va rentrer dans le monde de l'au-delà, dans le monde spirituel, où tu vas continuer à grandir, où tu vas être accueilli, et moi, je vais retourner dans le monde où j'appartiens, c'est-à-dire le monde humain. Ça, c'est brièvement résumé, c'est le travail du psychopompe. Et lisez l'article que j'ai écrit sur Annabella, c'est un cas extraordinaire, je crois qu'il marquera toute ma vie. Et après ce travail, Annabella, qui était dans un groupe de respiration holotropique, qui était diaphane, elle était habitée, elle était peintre, sa mère était peintre. Elle était peintre et elle signait de la signature de sa mère. Et à la fin du travail, elle était métamorphosée. Elle m'avait été adressée par un confrère à un groupe de respiration holotropique. Et j'en ai plus entendu parler, et le confrère non plus. Et il y a quelques années, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, vous vous souvenez de moi? Et je raconte cette histoire, parce que c'est peut-être l'histoire de ma carrière qui m'a le plus marquée. Et je lui dis, mais bien sûr. Et elle me dit, mais ça a été salvateur. Je n'ai pas téléphoné parce que j'avais besoin de mettre de la distance par rapport à mon passé. Mais j'ai fait une formation, maintenant je suis kinésiologue, je suis en couple, je vais avoir on pense à faire un enfant. Et ça, c'est le travail du psychopompe. Donc, comment ça marche? Si vous me demandez, mais comment ça marche? Honnêtement, on n'en sait rien. Mais ça marche. Et l'important, c'est pas de se demander, mais comment ça marche? C'est pas le comment, ni pourquoi, mais c'est que ça marche. Et pour l'instant, on n'est pas assez avancé pour savoir comment ça marche. Mais c'est faire confiance aux esprits, qui sont des enseignants, au monde invisible, et puis aussi à la capacité du patient qui vient nous voir à se restaurer, à accueillir cette guérison. Et parce que on ne peut pas faire ce travail à quelqu'un qui est sceptique. C'est comme une analyse, quelqu'un qui vient nous voir, ah ben j'ai entendu parler de la psychanalyse, bon j'ai des amis qui sont restés 10 ans d'analyse, mais bon j'ai lu Freud, j'ai lu Lacan, je trouve ça vachement intéressant, bon je vais essayer. C'est sûr que ça ne va pas marcher, je vais essayer. C'est-à-dire qu'il ne va pas se donner. Mais la personne qui se donne avec son cœur à l'expérience et qui s'ouvre aux possibilités de guérison, elle a beaucoup plus de chances d'aller mieux que celui qui dit bah, j'essaye, bon ben on va bien voir. Oui, pour moi, la respiration holotropique, c'est vraiment devenu un outil majeur, puisqu'elle permet, holotropique, donc ça vient du grec holos, la globalité, l'entièreté, et tropique, trépéine, se déplacer vers. Donc c'est une approche holistique. Ce n'est pas uniquement une approche psychocorporelle ou psychologique, c'est une approche qui nous permet de nous rencontrer à différents niveaux, à partir du souffle. La respiration holotropique, c'est une respiration hyperventilée, rapide, régulière, que l'on pratique sur des musiques évocatrices, très, très suggestives. Et la conjonction des musiques et du souffle nous permet de rentrer dans un état d'expansion de conscience, dans lequel on a accès à différents types d'expériences qui vont des expériences biographiques, qui ont trait à notre histoire, proche ou lointaine, mais surtout à notre vie périnatale, tout ce qui se rattache à la naissance réelle, et puis la période
néonatale, enfin la période de l'enfant, de la gestation de l'enfant dans le ventre de la mère, et on s'aperçoit que le bébé n'est pas table rase, et lorsque quelqu'un est en expérience holotropique, hein, il va revivre très souvent des expériences extrêmement archaïques, hein, des expériences, même des expériences d'avortement. Il y a aussi cet exemple qui m'a beaucoup frappé, d'un homme qui a revécu, que je connaissais très bien, et qui a revécu 2 avortements de sa mère, consécutifs, avec des aiguilles à tricoter. Il était né en 1945, donc après la guerre, la mère ne savait pas exactement qui était le père, elle essayait de faire passer le bébé. On appelait des faiseuses d'anges. Mais le bébé n'est pas passé, il est resté ancré dans le fond de la mère. Et il avait une espèce de dépression endémique, chronique, sur laquelle il ne pouvait pas poser de mots. Il a vécu donc cette expérience d'avortement, de mort. Et quand il l'a confronté à sa mère, c'était juste, sa mère s'est effondrée en larmes, et il a pu comprendre d'où s'originait cet état dépressif chronique et ce désir de mort qu'il avait sur lui tout le temps. Donc c'est ça la respiration holotropique, ça nous permet d'ouvrir nos mémoires. Évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, il y a des contre-indications importantes. Les états, bien sûr, psychiatriques, comme c'est aussi une thérapie très émotionnelle, on ne peut pas travailler avec un patient qui est en dépression ou qui est sous médicaments, avec un patient qui est sous traitement psychiatrique, un patient qui est sous bêta-bloquant ou sous antihypertenseur, c'est pas possible. Donc il faut être très vigilant par rapport au cadre. Ou une femme enceinte, donc il faut vraiment être... J'insiste souvent, beaucoup sur le cadre, parce que c'est vraiment la sécurité du cadre qui permet au sujet d'aller loin dans son expérience. Donc l'originalité de Grof, c'est d'avoir construit une nouvelle cartographie de la conscience, hein, qui se déroule autour de la naissance. Et son originalité aussi, c'est d'avoir établi que les expériences que nous avons dans notre vie, que nous vivons, sont des condensations de notre vie périnatale. Une patiente aussi, que je pourrais aussi me citer moi, maintenant je peux me raconter un petit peu plus, une de mes patientes qui était venue plusieurs fois en respiration holotropique avait un asthme extrêmement important. Ça, je le raconte aussi souvent dans des conférences, parce que c'est vraiment tellement énorme. Et elle ne pouvait pas prendre de bain et elle ne pouvait pas nager. Et sa mère avait vécu un accident de voiture, et le bébé a eu 2 fois a failli se noyer pendant cet accident de voiture. La mère était à 7 ou 8 mois de grossesse. Donc la mère est hospitalisée et on perçoit une souffrance fétale chez le bébé. La mère est césarisée. Effectivement, le bébé avait 2 fois le cordon autour du cou. Donc souffrance fétale, il faut l'intuber, problème respiratoire, elle développe un asthme qui a perduré toute sa vie. Et elle vient me voir, elle a un certain âge, et elle a du mal à respirer. Donc j'étais quand même très vigilante, parce que l'asthme n'est pas toujours recommandé en respiration holotropique. Mais bon, je travaillais avec un médecin qui m'assistait, et c'était OK. Au bout de quelques séances de respiration holotropique, l'asthme a régressé. Elle a pu prendre des douches, prendre des bains dans sa baignoire, apprendre à nager. Elle n'a pas mis la tête sous l'eau. Mais elle a pu comprendre. Si vous voulez, ce qu'elle vivait, c'était une rémanence de ce qui s'était passé pendant cette période néonatale. Donc le bébé ne naît pas table rase, il y a déjà une conscience qui préexiste à la naissance. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc il a construit une nouvelle cartographie de la psyché avec les différentes étapes de la naissance. Ça, je ne vais pas théoriser parce qu'il suffit d'ouvrir un livre de Grof. Mais Grof, c'est vraiment pour moi la pensée la plus originale en psychologie et psychanalyse au XXe siècle. On ne peut plus ressasser Freud, c'est plus possible, Freud a dit ce qu'il avait à dire, et si on continue à commenter la pensée de Freud, je veux dire, on tourne en rond. Il est important d'aller plus loin, et quand on travaille avec les états d'un ordinaire de conscience, on a accès à un univers extrêmement vaste. Les gens peuvent se mettre à parler en langues étrangères, alors qu'ils ne les ont jamais apprises. Mais à ce moment-là d'ouverture de conscience, ils vont taper sur quelque chose qui vient de l'inconscient collectif. J'ai vu des gens qui se sont mis dans des séances de respiration holotropique, dans des postures de yoga, alors qu'ils n'ont jamais pratiqué le yoga, dans des postures extrêmement sophistiquées, parce qu'on n'a plus le même rapport à notre corps qu'en état de conscience ordinaire.
il y a une conscientisation du corps, de l'espace et du temps qui est complètement différent. Donc notre conscience s'ouvre et on devient un être pluridimensionnel. Et ce que j'aime dans la respiration holotropique, c'est cet accès à ces différents mondes. Évidemment, sans oublier notre monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'il faut que ça soit pratiqué par des praticiens qui ont reçu une formation rigoureuse. Et malheureusement, beaucoup de gens se réclament de la respiration holotropique parce que c'est devenu à la mode sans aucune formation. Donc ça fait des ravages. Donc c'est mauvais pour la technique, alors que c'est une technique extraordinaire. Pour pratiquer la respiration holotropique, il faudrait déjà être psychothérapeute, avoir fait un long travail sur soi, et ensuite se former à cette approche. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est aussi l'ouverture à des dérives. Pour être psychanalyste autrefois, il fallait avoir fait une sacrée longue analyse, plus des supervisions, des contrôles. Et c'était l'analyse qui vous autorisait à pouvoir commencer à exercer sous son égide ou sous l'égide d'un contrôleur ou d'un superviseur. Donc maintenant, les gens font quelques séminaires, ils se déclarent, voilà, ils vont faire quelques mois de formation et puis ils sont praticiens. Enfin, je veux dire, moi je trouve ça effrayant, je trouve ça terrible. Une question que peut-être vous pourriez me poser, c'est quelle formation pour le psychothérapeute? Vous voyez, c'est ça. Et il y a une telle vulgarisation des psychothérapies que c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment la porte ouverte aussi aux dérives sectaires. Les nouvelles approches psychothérapeutiques, oui. La nécessité pour le praticien de s'ouvrir, oui. Mais encore faut-il que le praticien ait un ancrage suffisant dans sa pratique. Si on n'est pas assez formé, si on n'a pas assez travaillé sur soi-même, il est préférable de rester dans un cadre strictement verbal. Pour pouvoir aussi repérer quand le patient vit une expérience qui est de l'ordre peut-être d'un délire, d'un pré-délire, et puis de l'ordre d'une expérience réellement transpersonnelle. Je ne dirais pas spirituelle, parce que le mot en France est une très mauvaise image. Mais j'aime bien le mot transpersonnel parce que ça va au-delà de la personne. Mais la frontière, elle est très ténue entre une émergence spirituelle, transpersonnelle, entre une expérience, ce que Jung aurait appelé lumineuse, et puis aussi une expérience psychotique. Donc il faut vraiment avoir des référents, connaître bien la clinique, connaître bien la psychopathologie, pour pouvoir différencier ces deux expériences. Et l'enseignement de Grof, je lui rends hommage, d'ailleurs j'ai écrit un livre qu'il a préfacé, j'espère que le livre sera édité bientôt, et ce que j'ai aimé chez Grof, c'était justement cette rigueur. Il est psychiatre, il est psychanalyste, il a vécu lui-même énormément d'expériences, mais il reste extrêmement ancré, même s'il a des facultés à voyager dans les mondes. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement ancré. C'est ça, c'est vraiment l'ancrage du thérapeute qui permet au patient de pouvoir voyager aussi à l'intérieur de lui-même, et puis aussi dans des états d'ouverture de conscience. Je crois que c'est la fraternité. Je crois que c'est l'acceptation des différences. C'est l'éradication de la terreur, parce qu'on vit quand même, on se sent extrêmement menacé. Et je réfléchissais l'autre jour, on a vécu l'Holocauste, le nazisme, la Shoah. Et puis finalement, maintenant, on vit la terreur du terrorisme. On voit ce que fait l'État islamique. Enfin, je ne veux pas faire de politique, mais on assiste à une époque de barbarie énorme. Mais nous, le monde occidental, dans les années 40, ne s'est pas mieux conduit. Donc on vit une barbarie différente, mais qui est aussi quelque part une rémanence de ce qui s'est fait. Et moi, ça me renvoie à ça. Je me sens très, très concernée par ce qui se passe. Je me sens aussi très, très impuissante. Donc, comment, en tant que thérapeute, je peux aider? C'est peut-être en m'exposant davantage dans ce que je suis, dans ce que j'ai traversé. Et c'est ma propre humanité, parce que je m'aperçois qu'il y a une grande différence entre ce que je suis maintenant et ce que j'étais il y a 35 ans, quand j'étais psychanalyste pure et dure, même si j'étais ouverte à d'autres choses. Au départ, j'étais quand même pure et dure.
et que c'est peut-être aussi ma propre vulnérabilité, ma propre porosité à ce qui se passe, qui peut aussi aider les autres à exprimer aussi leurs peurs. On sent des peurs, les gens ont peur, les gens ont peur. Avant, on entendait beaucoup plus parler des problèmes familiaux, des problèmes sexuels, des problèmes avec le mari. Maintenant, c'est comment je vais vivre. Est-ce que je vais avoir assez d'argent? C'est la peur d'être viré de son travail, c'est la peur de se retrouver au RSA, c'est la peur de ne pas élever ses enfants. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? On vit dans un monde en totale mutation. Et le monde a toujours connu des mutations, des transformations. Et c'est à travers de ces transformations qui étaient proches de Thanatos, hein, qu'on peut aussi quelque part se transmuter. Je pense que les périodes de mort sont des périodes de transmutation. Ça ne veut pas nécessairement dire que notre monde va s'écrouler, mais il y a une transmutation qui s'impose. C'est la mort du vieil homme dont parle Jung. Hein, et on passe nous-mêmes dans nos vies par des périodes de mort et de renaissance. On ne peut plus vivre sur les mêmes acquis. Hein. Le monde de la finance est un monde totalement virtuel. On est complètement manipulé par des sommes astronomiques. Astronomiques. Moi, j'entends les patients qui me disent, quand on pense à ce que gagne un joueur de football, bon, j'ai rien contre le joueur de football, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est très loin de moi, mais c'est outrancier par rapport à au salaire mensuel des gens. Il y a une outrance, il y a une provocation. Que les gens se mettent en colère, pourquoi pas? Ils ont besoin de se mettre en colère. Donc on sent une colère. On sent une colère parce que les gens ne savent pas, on ne sait pas où on va. Alors le thérapeute, il est aussi confronté à cela. Il se pose aussi la question, mais comment moi je peux me confronter à cette crise? Comment vais-je pouvoir la vivre au mieux pour pouvoir ensuite accompagner au plus juste mes patients? Donc le thérapeute aussi passe par des crises, par des passages. Et on ne peut pas l'évacuer, on ne peut pas évacuer nos propres questionnements, parce que si on les évacue, on ne peut pas entendre le questionnement de l'autre. Alors je dirais que ces périodes de crise, pour moi, elles me rapprochent plus de mon humanité, de mon expérience de vie et de la simplicité. Voilà. Être simple. Voilà, je crois que c'est ça. Ce que ça m'apprend, c'est la simplicité.